Tu es en fauteuil roulant, moi je t'ai connu, tu n'étais pas en fauteuil roulant. Oui. T'es arrivé à un accident de ski, est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pars un week-end au ski avec mon syndicat. On se motive pour un snowpark avec les copains. Et moi, j'adore les sensations, j'adore le challenge aussi. Et donc, on part sur une première bosse. Et en fait, comment dire, j'avais jamais fait de snowpark avant. Moi, j'ai toujours skié, mais j'ai jamais vraiment fait de saut, de backflip ou quoi. Moi, j'allais faire les family park, là, les petits trucs, les petites bosses d'enfants. Et en fait, le truc, c'est que dans ma tête, je pense que j'ai pas switché. Je me suis pas dit, attends, mais en fait, là, je fais un truc d'adulte là en fait. Et normalement ce genre de truc t'es censé quand même te mettre sur le côté des bosses puis regarder comment tu vas la prendre celle-ci, etc. Sauf qu'en fait moi j'y vais genre tête brûlée quoi. Et en fait du coup c'était une bosse, c'était quand même assez raide et en fait je suis partie directement en arrière. Je sais très bien que quand on fait des sauts, le risque c'est de partir en arrière. Il faut au contraire, si on a peur, faut se mettre en avant. Et j'avais bien ce truc-là en tête. Sauf qu'en fait, là, j'allais tellement vite que en fait, j'ai basculé directement en backflip et que je suis tombée de à peu près 3 mètres de haut directement sur le dos. J'étais en bloc-pneu, en fait, j'avais mon diaphragme qui s'était paralysé. Et du coup, en fait, j'arrivais pas du tout à respirer. Et en fait, je me souviens que j'étais complètement consciente et que il y avait rien qui sortait. Et ça a duré un petit moment parce qu'elles sont arrivées, j'étais encore là et j'étais bleue. Et elles se sont dit, mais en fait, on va la perdre. Et après, j'ai réussi à respirer. Et ensuite, j'ai senti que je sentais plus mes jambes. En fait, c'est bizarre parce que les jambes, habituellement, on les sent pas, mais on sent quand on les sent plus. c'est bizarre. Et en fait, j'ai tout de suite compris. Et en fait, à ce moment-là, j'ai gueulé. J'ai gueulé, en fait, et j'ai chialé, quoi, de putain, mais je sens plus mes jambes. Bienvenue dans la saison 2 de Dopamine, le podcast qui invite aussi bien des soignants que des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste au SMUR et vulgarisateur santé sur la chaîne Les Minutes de Jérémy. Je suis accompagné de Louis, un infirmier en réanimation qui est également créateur de contenu santé sur la chaîne Un Homme en Blanc. Nous tournons cette saison 2 dans le magnifique espace Martine Midi de l'hôpital Avicenne de la PHP qui nous a été gentiment prêté pour l'occasion. On est ravis d'accueillir pour cet épisode Clara, interne en médecine générale que j'ai connue en tant qu'externe au SAMU il y a plus d'1 an. Et non, vous pensez qu'on avait réussi à inviter Rebelle sur ce plateau, la ressemblance est frappante, je sais, mais il s'agit bien de Clara. En décembre dernier, la vie de Clara bascule suite à un accident de ski qui la rendra paraplégique suite à une blessure au niveau de la moelle épinière. Dans cet épisode, on parlera de la double casquette soignant-soigné, de cet accident bien sûr, mais tout ça sur un ton très léger, car vous allez vite le découvrir, Clara est une boule d'énergie et d'optimisme. Merci à toi d'avoir accepté de participer à notre podcast Dopamine. Merci à vous. Donc on est parti, Clara, pour commencer, pour s'échauffer, ce que je te propose, c'est une petite série de questions rapides. La difficulté, c'est qu'il faudra répondre uniquement par vrai, faux, oui, non. En tout cas, tu ne pourras pas justifier pour commencer. Ça marche. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que si c'était à refaire, tu ferais médecine? Non. Alors oui, on peut pas discuter, mais j'ai très envie de discuter, on en reparlera. Mais si, il y a un sujet sur la médecine. Moi, j'ai compris les consignes. Ouais, c'est bien, pas moi. Est-ce que tu es heureuse? Oui. Est-ce que le grand public connaît bien la paraplégie? Non. Est-ce que les personnes en situation de handicap sont stigmatisées en France? Oui. Est-ce que les transports sont adaptés pour toi à Paris? Je les ai pas pris, mais je pense pas. Est-ce que tu es 100% autonome dans la vie de tous les jours? Oui. Est-ce que tu as l'espoir de remarcher un jour? Oui. Est-ce que tu avais apprécié ton stage au SMUR avec moi? Oui. Ou est-ce que tu avais apprécié le stage tout court? Oui. Aussi. Enfin... Oui et oui, enfin oui. Voilà, c'est bon, tu t'en sors bien. Voilà, bravo. Est-ce que tu as toujours voulu devenir médecin généraliste? Non. Est-ce que tu arrives à rire de ce qui est arrivé? Oui. Est-ce que tu penses que ton accident t'a changé? Oui. Est-ce que ton accident a changé ton rapport aux soins? Oui. Est-ce que ton accident a changé ton rapport aux patients? Oui. Ok, très bien. Échauffement échauffement terminé, elle est très bien, elle s'est mouillée la nuque, on va pouvoir y aller. Donc on est parti sur la roue des questions, tu te souviens un petit peu? Ouais. C'est ça qui va définir ce sur quoi on va tomber. Il n'y aura pas d'engrenage quand même. Et forcément. Du coup, tu as un des sujets phares, on va forcément reparler de ton accident qui fait qu'aujourd'hui, tu es en fauteuil roulant. Moi je t'ai connu, tu n'étais pas en fauteuil roulant. Oui. T'es arrivé à un accident de ski. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, donc moi j'ai commencé mon internat au mois d'octobre, donc je fais mes 3 mois d'internat tranquillou, et je pars un week-end au ski avec mon syndicat. Et donc la belle vie, la grande maison avec 30 personnes, le jacuzzi, le sauna, tout était là. Et en fait, premier jour de ski, je fais 3-4 heures de ski, je reprends un peu mes marques et tout ça. Et en fait, on se motive pour un snowpark avec les copains. Et moi, j'adore les sensations, j'adore le challenge aussi. Et donc, on part sur une première bosse. Et en fait, comment dire, j'avais jamais fait de snowpark avant. Moi, j'ai toujours skié, mais j'ai jamais vraiment fait de saut, de backflip ou quoi. Moi, j'allais faire les family park, là, les petits trucs, les petites bosses d'enfants. Et en fait, le truc, c'est que dans ma tête, je pense que j'ai pas switché. Je me suis pas dit, attends, mais en fait, là, je fais un truc d'adulte, là, en fait. Et normalement, ce genre de truc, t'es censé quand même te mettre sur le côté des bosses, puis regarder comment tu vas la prendre, celle-ci, etc. Sauf qu'en fait, moi, j'y vais, genre, tête brûlée, quoi. Et donc, je fais ma première bosse, ça se passe très bien, je vole et tout, best life, trop bien. Et celle d'après, en fait, je la vois, et je me dis, oula, celle-là, je veux pas la faire. Et finalement, en fait, je me suis motivée, je me suis dit, ah bah tiens, en la prenant comme ci, comme ça devrait le faire. Et en fait, je suis partie en ayant peur, mais après, je ressentais de l'adrénaline, j'avais aussi envie. Et en fait, du coup, c'était une bosse, c'était quand même assez raide. Et en fait, je suis partie directement en arrière. Je sais très bien que quand on fait des sauts, bah, le risque, c'est de partir en arrière. Il faut au contraire, si on a peur, faut se mettre en avant. Et j'avais bien ce truc-là en tête. Sauf qu'en fait, là, j'allais tellement vite que en fait, j'ai basculé directement en backflip et que, bah, en fait, je suis partie. En fait, je me rappelle de moi où je me vois. En fait, je vois mes skis face à moi comme ça. Et en fait, je me dis, oh merde. Enfin, c'est aller trop vite, quoi. C'est pas bon ce qui est en train de se passer. C'est ça. Et en fait, je suis partie. Je suis tombée de à peu près 3 mètres de haut directement sur le dos. Et donc là, je me souviens pas directement de la chute parce que je pense que c'était un peu violent, mais sinon je me souviens de tout. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je raconte après l'enchaînement. Complètement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il y avait mes copines qui étaient derrière, qui ont tout vu parce qu'en plus le saut était de côté. Du coup, elles ont tout vu. T'étais la première à passer sur le saut, c'est ça? Ouais. Et du coup, elles sont arrivées et moi à ce moment-là, j'étais en bloc pneu. En fait, j'avais mon diaphragme qui s'était paralysé et du coup, j'arrivais pas du tout à respirer. Et en fait, je me souviens que j'étais complètement consciente et que il y avait rien qui sortait et ça a duré un petit moment parce qu'elles sont arrivées, j'étais encore là et j'étais bleue et elles se sont dit mais en fait on va la perdre. Et après j'ai réussi à respirer. Là, j'ai eu mal, très très mal après une fois que j'ai pu respirer. Et ensuite, j'ai senti que je sentais plus mes jambes. En fait, c'est bizarre parce que les jambes habituellement, on les sent pas, mais on sent quand on les sent plus. C'est bizarre. Et en fait, j'ai tout de suite compris. Et en fait, à ce moment-là, j'ai gueulé. J'ai gueulé, en fait, et j'ai chialé, quoi, de putain, mais parce que je sens plus mes jambes. Tout de suite, t'as fait le lien entre les deux. Ouais, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris et en fait, j'ai gueulé. Et tu sais, c'est le moment où t'as envie de secouer les jambes de colère, mais en fait, il se passe rien. Il se passe rien. Et donc là, les secouristes sont arrivés. Ils ont fait un premier check rapide, mais en fait, ils ont vu que c'était très grave. Et donc, ils ont appelé le SAMU. C'est un hélico qui est passé me chercher. Et donc là, moi, j'étais toute paniquée parce que quand l'hélico arrivait, ça allait faire un peu il allait y avoir un peu de neige qui allait me tomber sur la tronche, en gros. Donc, en fait, il fallait me couvrir d'un petit drap. Et en fait, le médecin me dit, oui, on va juste te mettre ça parce qu'il faut pas que tu te prennes toute la neige. Et moi, j'avais peur, je comprenais pas pourquoi. Du coup, il s'est mis avec moi sous le truc. Du coup, on était à deux sous le drap. Et du coup, l'hélico est arrivé et ils m'ont transporté jusqu'à Annecy là-bas. J'étais en mode, c'est quand même pas juste parce que j'étais au SAMU et j'ai pas pris l'hélico là-bas, j'avais trop envie de le prendre. Alors, et là, je suis en mode. Tu sais que là, j'ai failli tenter une blague, mais je me suis dit, on va attendre un peu. Mais oui, je me rappelle de ça. C'est pas juste en fait. Ouais. Genre, et puis je vois même pas le paysage, tu vois. Genre, c'est pas juste. Ah oui, parce que c'était allongé. Et j'ai pas pu prendre de photos. Enfin bref. En fait, je me disais pas ça, j'avais super mal. Je pense que tu pensais pas trop à ça sur le coup. Et en fait, donc du coup, je suis arrivée à Annecy, ils m'ont fait un scanner, et là, on a vu que j'avais. Potentiellement, enfin très probablement la moelle qui était touchée, j'avais la vertèbre T12 qui s'était pétée, quoi.
Ok. qui s'est pété et qui avait comprimé la moelle. On remontrera les images que Ouais. après moi j'ai vu parce que tu les as mis en story sur Instagram. Et du coup à ce moment-là, donc tu as une compression de la moelle épinière, donc une blessure médulaire qui est assez basse en fait, et c'est ce qui fait la particularité, c'est qu'on est vraiment sur le bas de la colonne, ce qui fait que si tu ressentais pas tes jambes, mais tu sens à ce moment-là la sensation elle s'arrêtait où? Tu t'arrivais à identifier Oui, ça s'arrêtait vraiment juste au-dessus du bassin. Ok. Donc, et donc du coup c'est ce qui fait que tu peux complètement les abdos, etc. C'est ça, j'ai tous mes abdos. Et après, du coup, une fois que le scan est fait, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, une fois qu'on sait que tu as une compression médulaire, une compression de la moelle épinière. Donc là, ils décident de m'opérer en urgence. Ok. Et donc en fait, en termes de timing, 6 heures après l'accident, j'étais au bloc. Ok. Et donc en fait, ils ont levé le choc de la moelle, donc ils ont retiré le bout d'os qui était en train de comprimer ma moelle. Et ils m'ont fait une arthrodèse, donc ils ont mis des vis sur mes vertèbres au-dessus pour en fait stabiliser l'ensemble. Donc en fait, ils m'ont mis des vis 2 vertèbres au-dessus, 2 vertèbres en dessous. Et après, ils ont mis des tiges entre les deux pour consolider le tout. En gros, c'est Castorama dans mon dos. Mais Castorama solide. Mais solide, genre titane. En gros, là, maintenant, s'il y a un truc qui casse, c'est mon os, c'est pas la tige. Donc tu veux refaire du ski, c'est ça? Tu veux le retenter Ah, ça, je sais pas encore. Ouais. Mais c'est possible. C'est possible, mais on verra. Ok. Et après, du coup, donc là, tu te fais opérer à Annecy. Et après, voilà. Après, globalement, qu'est-ce qui se passe? Je reste une dizaine de jours là-bas et en attendant de trouver une place dans un centre de rééducation. Là, je me débrouille pour aller à Garches, donc à l'hôpital Raymond Poincaré. Et c'est là que je suis encore hospitalisée aujourd'hui. T'as fait de la réanimation à Annecy en post Oui, en fait, j'ai été en réanimation polyvalente pendant une nuit. En post-op. Mais sinon, en fait, j'ai été rapidement en service de neurochir. Oui, parce que t'avais vraiment t'avais juste la blessure médulaire, mais t'avais pas du tout de TC, de traumatisme crânien, rien du tout ailleurs. On avait un doute sur un traumatisme crânien, mais parce que t'étais frontal, tu l'as dit voilà, tout à l'heure. j'étais un peu frontale. Voilà. Mais non, c'est encore aujourd'hui, il y a un doute. Non, mais en gros, ils m'avaient fait un scanner et qui montrait rien. Ils ont refait un scanner le lendemain, dans le doute. Okay. Et c'était normal. Donc c'est pour ça que tu as pu être rapatrié, etc. C'est ça. Ok. À ce moment-là, dans ta tête, tu vois, en plus, toi, tu connais, de par tes études, de par ton job, tu connais un petit peu tout ça. Comment ça se passe dans ta tête? Tu vois, tu gères les douleurs, tu gères l'émotion, la peur, j'imagine, mais globalement, tu penses à quoi? Je pense que je suis en vie, en fait. Okay. Je me dis, que j'ai survécu. En fait. Et je me dis que j'aurais vraiment pu caner, quoi. Et en fait, je me dis que ça aurait pu être pire. Je me dis surtout ça. En fait, je me dis ça très rapidement, en fait. Dès le lendemain de mon accident. Après, j'ai très mal, je suis shootée. Donc, en fait, j'avais peut-être... on avait l'impression que j'étais presque euphorique de la situation par rapport à ce qu'elle était. Mais en fait, c'est simplement, je pense que je relativisais beaucoup et que aussi j'étais shootée à la morphine et que je pense que ça devait. La Keta, c'est trop bien. Après, ouais, c'est ça. C'est ça le message que tu veux. Ouais, non, mais c'est vrai qu'au départ, la morphine, il m'avait mis, je sais plus combien, hein, il m'avait fait une petite ration, tout ça fonctionnait pas, et quand ils m'ont mis la kétamine, j'ai fait là ça va, c'est bon. Continue, ça c'est cool. Là, ça c'est bien. Mais en tout cas, c'est pas la première pensée qui t'est venue. T'as pas réussi à relativiser comme ça en te disant heureusement je suis en vie quand t'es tombée. Quand tu dis justement. Non, quand je suis tombée, je me suis dit, mes jambes elles fonctionnent plus. Enfin, j'ai compris que c'était très très grave, et je me disais, je suis en vie. Enfin, je me répétais ça, quoi. Tu t'es raccroché à ça. Ok. Et dans les jours qui ont suivi, t'es arrivé à ne pas... parce que tu sais, souvent dans la vie, pour des choses beaucoup moins graves, on a des situations où on fait quelque chose et on regrette de l'avoir fait. Et on se repasse à la scène en boucle en se disant si j'avais fait ça et ce serait pas arrivé ça. Si je pouvais avoir le retourneur de temps dans Harry Potter. Toi, c'est quelque chose qui t'a un peu hanté dans les jours qui ont suivi ou même maintenant? C'était dans un second temps.
Mais c'est arrivé que je m'en veuille un petit peu, que je culpabilise un petit peu. Mais en fait, j'ai l'impression que... En fait, je me disais, j'ai pas fait assez attention, que j'ai été inconsciente, parce que finalement, ce que j'ai fait, c'était complètement inconscient, d'y aller d'un coup, là, pleine blinde. Mais en fait, j'avais l'impression d'avoir éliminé les risques. J'avais l'impression d'être, à ce moment-là, d'être assez prévoyante. Et par exemple, j'entendais dernièrement pas mal d'histoires de gens autour de moi qui avaient eu des accidents parce qu'ils avaient fait du hors-piste, pas que le hors-piste juste à côté, mais vraiment du hors-piste un peu vénère, ou qui étaient en lendemain de soirée, qui étaient en cuite, etc. Donc, et quand je suis allée au ski, déjà j'étais en espèce de survigilance. En fait, j'avais un peu un pressentiment. Après, c'est facile de se dire qu'on avait un pressentiment quand c'est passé, mais globalement j'étais en survigilance. Je me disais, ok, bon, les gens ils étaient en gueule de bois machin. Moi je fais gaffe à ce que je bois la veille. Je fais gaffe à ça. Je fais gaffe à dormir un minimum parce que je me suis couchée tard le soir. Je me dis, bon, faut que je dorme un certain minimum d'heures, etc. Même si les gens ils partent avant, moi je me fais un minimum, etc. Donc en fait j'avais l'impression de cocher toutes les cases de c'est bon. Et en fait là le truc le plus gros, le truc le plus énorme. En fait, je suis passée à côté, quoi. Et je me dis, mais je suis à côté de la plaque, quoi. Par contre, tu l'avais regardé. Est-ce que tu dis, t'avais regardé la bosse, t'avais regardé comment la prendre, t'avais regardé... Il aurait fallu, mais en fait, je me suis dit, ce qu'on disait avec mes copines, c'est que, en fait, il fallait prendre assez d'élan pour pas se prendre. En fait, la bosse, ça montait, ensuite il y avait un plateau et ensuite ça redescendait. Et sur le plateau, il y avait une espèce de cylindre métallique qui était dessus. Et j'ai l'impression que ce truc aurait peut-être dû être recouvert par de la neige parce qu'il n'avait pas beaucoup neigé. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne voulait pas se prendre ce truc métallique. Et on disait, il faut se prendre assez d'élan pour pas le prendre. Ah, ok. Donc, oui, ça vous incitait à prendre vraiment de la vitesse, quoi. Oui. Ok. Enfin, et c'est ça. Et en fait, c'était plutôt prendre de la vitesse pour éviter ce truc-là. C'est ça. J'ai pris trop de vitesse et du coup, je suis partie tout de suite en arrière. Parce que c'est très incliné sur la fin et tout. Mais bon, je suis pas la seule. Enfin, ce qui est assez étrange, c'est que 6 jours après mon accident, il y a un autre monsieur que je connais qui a fait un accident sur exactement la même bosse. Ah ouais que tu connais personnellement ou que qui est tétra que je connais. Parce qu'en fait, il est arrivé à l'hôpital de Garches en se disant, elle est où la fille d'Annecy ? Parce qu'il avait entendu parler de moi. Et en fait, quand je l'ai vu, on s'est dit, mais tu viens d'Annecy ? Ouais, moi aussi. T'étais dans quelle station ? À Voriaz ? Ouais, moi aussi. Le snowpark ? Ouais. T'es tombé sur quelle bosse ? La deuxième ? Moi aussi. Et du coup, il y a pas un truc à faire aussi contre le snowpark ? On se demande s'il n'y a pas quelque chose à faire, parce que 2 accidents à 6 jours d'intervalle qui font un paré et un tétra... Ouais, les accidents en plus. Hein. Ouais, c'est-à-dire que lui, il a encore plus mal retombé que toi. Tu lui as fait loser ? Non. Évidemment. L'inverse, il a trop voulu. Mais bon, il a un fauteuil électrique, donc il peut aller plus vite que moi. Donc, Ah oui, du coup, il trace en course. C'est comme ça, il dit... On va faire la course demain, on va voir. Ah oui, il est là aussi, du coup ? Ouais. En fait, c'est devenu ton... mais c'est mon poteau, je l'adore. C'est incroyable. En fait, c'est mon jumeau des galères, c'est mon jumeau. Genre, on se voit, on est reliés, enfin, c'est... Non, pour le coup, c'est assez ouf, parce que ça s'est fait à combien de temps d'intervalle ? 6 jours. 6 jours ? Ah, je sais pas, oui, j'ai fait un AIT. T'es pardonné. Ok. Est-ce que tu veux enchaîner ou tu veux... Non, on continue. On continue. Ouais, ce que tu es en train de me dire, parce que, tu vois, tout à l'heure, quand tu disais sur la série de Vrai-Faux, on t'avait posé la question, est-ce que tu avais l'espoir de remarcher ? On sait que les blessures médulaires sont hyper spécifiques, patient par patient, personne par personne. Ouais. Et il n'est pas question de prédire l'avenir ou quoi que ce soit, mais tu vois, le grand public, en général, quand on dit qu'il y a une atteinte de la moelle épinière, c'est plié. C'est fini. Mais en fait, déjà, une atteinte de la moelle épinière, ça veut dire quoi en fonction de l'étage ? Donc, toi, on a dit que c'était en T12. Il y a complet, incomplet, et puis, qu'est-ce qui peut être... Toi, il va falloir que tu attendes... Tu vois, on dit qu'il faut attendre un certain temps pour se faire une idée fixe à peu près, et encore aujourd'hui, quand même vachement remis en question. Toi, tu penses attendre combien de temps avant de te dire, voilà où j'en suis, voilà où, globalement, ça risque de nettement moins évoluer Alors, moi, je suis paraplégique incomplète, donc ça veut dire que j'ai une récupération quand même par rapport au tout début. Est-ce que tu n'as pas une section complète ? J'ai pas une section. Un écrasement, tu as une souffrance. C'est ça, en fait, il y a contusion, compression et puis section. Contusion, juste ça tape, la moelle, puis ça repart. Compression, ça tape, puis ça reste. Et section, ça tape et ça casse. Et du coup, moi, c'est compression.
Et moi, généralement, les discours sont tous différents, mais globalement, on dit souvent qu'il y a une évolution très rapide sur les 2 premières semaines, rapide sur les 3 premiers mois, plus ou moins rapide sur les 6 premiers mois, et puis lente pendant au moins 1 an et demi. Et je pense que ça doit évoluer toute la vie. Moi, je pense on va dire que dans 1 an et demi, je pourrais me dire que bon, là, ça devrait être stable. Et en plus, je pense que ça dépend aussi de la clinique. C'est-à-dire que si j'ai rien qui bouge pendant 6 mois, je vais me dire bon, là, globalement, il y a peu de chances que ça rebouge de soi-même. Après, il y a la science qui évolue, etc. Mais on va dire spontanément, là, de mon côté, il se passe toujours des choses. Donc, bon, c'est comme si on repart. Enfin, moi, dans ma tête, je me dis bon, il se passe encore des choses, donc ça continue à avancer. Là, il y a une évolution parce que du coup, l'accident c'était en décembre. Oui. On tourne cet épisode. Janvier, c'était 25 janvier, c'était. 25 janvier l'accident, ouais. D'accord. Oui, je sais pas pourquoi j'ai notifié ça en décembre, mais on est actuellement en juin, donc on a à peu près 6 mois. Oui, 4 mois et demi. 4 mois et demi. T'as eu une évolution au niveau clinique? Bah en fait, déjà au niveau sensibilité, en fait, j'ai récupéré quand même jusqu'au genou. Ok. C'est pas parfait, mais j'ai récupéré quand même de la sensibilité. Et au niveau moteur, j'avais rien qui bougeait. Et là, j'ai quelques muscles qui se réveillent, en fait. Okay. J'ai les muscles, on va dire, un peu clés dans les muscles de la marche, quoi. J'ai un petit peu de quadrille, j'ai un petit peu de psoas, j'ai un petit peu de fessier. Mais c'est encore trop faible pour être fonctionnel et pour pouvoir permettre la marche ou même la station debout. Mais pour certains muscles, c'est assez fort pour pouvoir les travailler. D'accord. Oui, t'arrives déjà, du coup, c'est bien, ça enchaîne directement avec la rééducation. Juste pour un point, parce que là, on est en train de parler entre nous, mais pour les personnes qui ne sont pas forcément soignantes, en fait, tu es en train de récupérer. Tu es en train de retrouver une activité partielle des muscles des hanches, des fesses et un petit peu des cuisses, du coup. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas les muscles. Oui, pardon. Non, mais c'est normal, on est entre nous aussi. Et tu vois, la question qu'on a envie de se poser, ok, on fait ça, mais si j'ai pas mes mollets, si j'ai pas mes orteils, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et en fait, globalement, tout ce qui est en dessous du genou, ça peut être compensé par ce qu'on appelle des releveurs. Donc, c'est comme des espèces de grandes chaussettes rigides. Des trucs qui font que en fait ça reste que ça fesse pas et du coup on a surtout besoin de 4 muscles au niveau de la cuisse et de la hanche pour pouvoir marcher. Et donc le quadriceps pour fléchir la jambe, le psoas pour fléchir la hanche, et les fessiers pour faire un mouvement d'abduction, donc écarter en fait la jambe, c'est ça en gros. Ok. Et là du coup donc le fait aussi, parce qu'il y a des personnes qui, et ça on le retrouve quand on explique la péridurale et la rachianesthésie, qu'on se dit ok mais t'as la sensibilité, en fait il y a sensibilité et motricité, c'est séparé en fait, c'est deux choses, c'est des faisceaux de nerfs qui sont, il y a émission et remontée d'informations, et du coup en général effectivement la première chose qui revient c'est d'abord les sensations et ensuite le moteur en fait qui revient et que tu dois après travailler pour remuscler parce que du coup en 4 mois et demi t'as perdu les muscles. Mais du coup, c'est un premier espoir. Toi, c'est des choses qui te donnent de l'espoir, du coup, le fait de pouvoir... Ça me donne de l'espoir, mais je reste assez factuelle et assez, terre à terre. C'est-à-dire que je me dis que ce qui est bien objectivement, c'est que ça bouge, c'est qu'il se passe des choses. Mais aujourd'hui, avec ce que je fais, je pourrais peut-être jouer de la batterie, mais je pourrais pas marcher. Donc, on va dire que, en fait, je me réjouis, mais tout en mollo, enfin doucement, en fait, parce que si j'espère trop et qu'au final ça marche pas, en fait, la chute, elle risque d'être très violente. Oui, je préfère le prendre un coup. Donc en fait, je me protège tout en me disant, bon, c'est bien, mais on reste sur nos gardes quand même. T'es vraiment batteuse ou c'était pour l'exemple? Tu joues vraiment de la batterie? Non, pas du tout. D'accord, c'était pour l'exemple. Du coup, tu vas t'y mettre. Ok. Voilà. La rééducation, ça se passe comment? Alors du coup, toi, c'est vraiment plus ton domaine pour le coup de base. Vu que t'étais à la base, vu que tu étais APA dans une autre vie. Comment ça se déroule le programme de rééducation pour une paraplégie comme ça? Alors, on a la kiné tous les jours, 1 heure par jour. Et en gros, les séances de kiné, c'est globalement 30 minutes de mobilisation des jambes. Donc en fait, on les mobilise pour pouvoir déjà maintenir une souplesse que j'ai ou que je n'ai pas, mais en tout cas que je ne m'enraidisse pas,
pour pouvoir aussi voir l'évolution de la spasticité. Donc la spasticité, en gros, c'est une raideur des muscles qui peut se mettre en place à cause de ces lésions, ces problèmes au niveau de la moelle. Et après, il va y avoir de la rééducation qui est adaptée à chaque patient. Mais pour moi, c'était surtout de la rééducation du haut du corps. Alors, c'est assez perturbant quand on arrive à l'hôpital parce qu'on dit, bon, est-ce que je vais marcher quand est-ce qu'on bosse mes jambes? Et en fait, on nous dit, on va travailler le haut. Mais je m'en fous du haut, moi. Et sauf qu'en fait, l'idée, c'est de dire, en fait, sur la moelle, on n'a malheureusement pas le contrôle, mais ce sur quoi on a le contrôle, c'est le haut du corps. Donc on se concentre sur ça et on va essayer de te rendre autonome, de te réautonomiser dans le pire des cas qui est aujourd'hui. Avec ce fauteuil, avec ces jambes qui marchent pas du tout. Et donc, c'est apprendre, donc notamment les fameux push-ups. Donc les push-ups, c'est vraiment des gestes où en fait on se soulève en fait de son fauteuil pour pouvoir aller se mettre sur un lit, dans une voiture, etc. Donc c'est des choses de la vie quotidienne. On va apprendre à se relever du sol. Se mettre sur le sol depuis un fauteuil, me mettre par terre en toute sécurité, pouvoir me relever sans m'abîmer trop les épaules parce qu'en fait les épaules elles prennent cher. Donc en fait l'idée c'est d'avoir les mouvements les plus ergonomiques, les plus adaptés et les moins traumatisants pour les articulations. Donc ça consiste en ça et donc c'est pas mal de renforcement musculaire aussi. Et on a aussi l'APA, donc l'activité physique adaptée. Une fois par jour, 1 heure par jour. Où donc là, moi je faisais... quand je vais là-bas, c'est comme si j'allais à la salle en fait, un peu, mais c'est adapté. Donc je fais par exemple le ski erg, donc c'est en fait on travaille les triceps en tenant des poignets en fait, et on tire derrière, etc. Peut faire une espèce de développé couché, mais en étant assis. On peut tester plein de disciplines en fait, basket, badminton, tennis de table, fléchette, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de trucs, du biathlon, du tir à la carabine, et en fait il y a un thème à chaque fois, soit on va bosser la muscu, soit on va bosser plutôt le cardio. À la fin on finit toujours par quelque chose de ludique, aussi dans le but de se dire bon, qu'est-ce que va être le sport dans lequel je vais m'orienter après, de pouvoir se projeter. Okay, je savais pas du tout qu'il faisait la différence entre la rééducation et la réadaptation. Ouais. Et on a l'ergo. L'ergothérapie. Oui, okay. Et donc l'ergothérapie, les séances, là, c'est pas forcément 1 heure par jour, c'est en fonction des besoins et en fonction du moment. Par exemple, moi, au début, j'avais pas beaucoup d'ergothérapie parce qu'il y avait pas grand-chose à faire. Et là, j'en ai pas mal parce que en ce moment, on est en train de réfléchir sur quel est le fauteuil qui va me correspondre. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que mes freins ils soient comme ci, comme ça, que mes mains courantes elles soient comme ci, comme ça? Voilà, quel fauteuil je veux. Donc en fait, j'ai pas mal de critères. On va réfléchir aussi sur des motorisations, donc en fait des systèmes, parce que moi j'ai un fauteuil manuel, donc je fais tout à la main, mais en fait nos épaules, nos bras sont pas faits pour faire ce que font nos jambes au quotidien, et donc il va y avoir des roues motorisées qui vont être des aides en fait à la propulsion qu'on peut tester, choisir. D'accord. Il y avait un truc aussi en plus, je ne sais pas si t'en ont parlé probablement, peut-être que tu es toi-même au courant. Pourquoi est-ce qu'on fait faire autant de sport par le haut? C'est qu'ils se sont rendus compte que, ça fait déjà des années que c'est comme ça, en maintenant une activité physique du haut, ça permet de ralentir la dégradation musculaire des muscles du bas du corps. Et du coup, comme ta dégradation elle est ralentie, et tu optimises tes chances de rattraper par la suite. C'est pour ça que typiquement les tennisman qui vont se blesser, on va leur dire d'aller marcher, faire du vélo, faire des squats. Tu dis, mais non, est-ce qu'il marche, c'est ça? Et voilà, c'est plein de choses comme ça. Et au niveau de l'ergo aussi, tu disais, tu parlais du fauteuil, mais est-ce que tu as dans la réhabilitation, du coup, c'est réadaptation. Il y a tout ce qui est aussi te faire à manger en étant en fauteuil ou ce genre de choses dans la vie quotidienne. Est-ce que tu as des choses sur les petits gestes de la vie quotidienne, prendre une douche, ce genre de choses? Oui, globalement, là, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai fait un atelier cuisine, justement, où en fait, on m'a apporté un fauteuil verticalisateur, donc en fait un fauteuil électrique qui me permet de me mettre debout. Trop bien. Et donc j'ai pu cuisiner debout. J'ai fait un plat de lasagne et tout. Qui se sont régalés. Il était bon ou pas? Oui. D'accord. Ça, la vraie question. Aussi bon que les cookies que tu m'avais fait aussi. J'espère. Ok. Du coup, tu disais 1 heure de kiné, 1 heure d'appât par jour. Il y a autre chose ou? Alors, à la base, c'est 1 heure, mais en fait, finalement, ça déborde un petit peu. C'est-à-dire que moi, je fais à chaque fois ma kiné, puis en fait, je peux repasser un peu quand je veux
pour me verticaliser, par exemple, parce que en fait c'est des appareils qui permettent, c'est mécanique en fait, hein, c'est pas électrique, c'est ma kiné qui me place dessus. Ça me permet d'être debout et juste de rester debout. Donc moi je peux faire ma vie, écouter de la musique ou parler avec les gens. Et en fait ça permet, ça aide pour plein de choses en fait. Oui, par exemple, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à mettre les gens debout ? Il y a un côté où déjà ça fait plaisir psychologiquement de se dire hey, je suis debout, je suis un étage au-dessus d'habitude. Il y a le côté aussi où c'est bien pour tout ce qui est digestif, le transit, etc. Et puis pour les os qui sont plus habitués à porter ce qu'ils ont l'habitude de porter, et il faut qu'ils gardent la même densité. Et donc, je sais pas s'il y a d'autres. Il y a la gestion vasculaire aussi, hémodynamique. Ah oui, tout ce qui est retour veineux, donc tout ce qui est. Habituer le système orthosympathique et tout là. Et donc là, je vais généralement 30 minutes par jour, je vais faire ça. Ou sinon, je peux repasser. Il y a le motomètre. Donc le motomètre, je mets mes pieds sur une espèce de machine avec des pédales. Et puis j'essaye de pédaler. Donc de donner de l'intention, même si ça marche pas forcément. J'essaye de donner l'intention, d'essayer de faire... Pour entretenir en fait le stimulus nerveux aussi, même si ça ne donne rien derrière. En fait, j'essaye, parce qu'en fait, la machine, elle dit si tout est passif ou s'il y a une part d'actif. Pour l'instant, il n'y a pas de part d'actif, mais on va dire qu'au moins, on a un comparatif, c'est-à-dire qu'on sait que tel jour, il n'y avait pas d'actif, et là, hop, il y a un peu d'actif, donc c'est chouette. C'est le pédalier électrique, hein, pour qui est capable justement de faire à ta place. En fait, j'essaie de débrief pour le grand public, parce que nous, c'est... Et ouais, bien sûr, t'as raison de me reprendre. Et du coup, oui, globalement, c'est ça, c'est... Oui, donc t'es bien occupé. Et après, t'as des activités qui ne sont pas, on va dire, parce que là, on parle beaucoup de sport, etc., et un peu d'ergo et tout, mais t'as des activités aussi... est-ce que tu vois une psychologue, par exemple ? Est-ce que t'es accompagnée sur d'autres choses aussi Alors moi, je vois une psychologue toutes les semaines. Okay. Dès que je suis arrivée, on m'a proposé ce suivi, et moi, j'ai trouvé ça très sain et très bien, même si j'allais très bien. Enfin, globalement, depuis le départ, je vis très bien ce qui m'arrive, globalement. Mais je pense que c'est bien de battre le fer tant qu'il est chaud, et qu'il se passe plein de choses psychologiquement. Il y a plein de choses à process, et je trouve que c'est hyper précieux pour moi, ce suivi. C'est vraiment génial. Il y a des kinés qui... En fait, globalement, on manque toujours de temps et de personnel pour faire d'autres choses, mais les envies des soignants ne manquent pas. Et on a notamment des kinés, en fait, qui, en plus, vont aller faire des séances relax. Donc, une semaine sur 2, j'ai un des kinés qui va me faire faire de la... Comment on appelle ça ? De la... cohérence cardiaque, ou de la pleine conscience, de la méditation pleine conscience. La dernière fois, il m'a fait une séance d'hypnose à cause des douleurs neuropathiques, donc des douleurs en fait de nerfs, donc des douleurs à type de brûlure, etc., qui peuvent être aidées par l'hypnose. Donc il y a des choses en plus, mais qui sont pas officielles, on va dire, mais qui sont très précieuses. Ouais. On a une association qui est super développée, qui marche super bien. Les gens sont d'une gentillesse inouïe. Et en fait, tous les lundis, c'est cinéma. Tous les lundis, on va au ciné. Trop chouette. Donc c'est cinéma. On a des sorties aussi où on sort. Là, il y avait les matchs de foot et tout. On est sortis au bar aller voir les matchs avec les patients, avec les soignants. Là, demain, il y a la Garchoise. Donc c'est une course de fauteuil handi-valide avec des duos de personnes en fauteuil et de personnes valides, donc de soignants. Et il y a des gens qui viennent de Berck, d'Andaille. Enfin, c'est vraiment une institution. C'est la 10e année qu'il y a ça. Okay. Et en fait, on fait des tours dans l'hôpital. Et ça, c'est de l'associatif, quoi. Là, il y a eu le 12 juin, on a fait une soirée barbecue et fête de la musique. Donc, il y a plein de gens qui sont venus jouer de la musique. Plein de moments qui font qu'on oublie qu'on est à l'hôpital. Et ça qui est incroyable, en fait, c'est même c'est très jeune. Les équipes sont jeunes, dynamiques. Et quand je vais en kiné, quand je vais en APA, quand je vais en tous ces trucs-là, en ergo, en fait, j'oublie que je suis à l'hôpital, quoi. C'est magique, quoi. Et ce pôle associatif, je trouve qu'il est tellement précieux et que ça devrait être partout, quoi, parce que ça fait sortir du cadre hospitalier, quoi. C'est trop chouette. Oui, puis il y a de rien, en fait, ça te permet de travailler plein de choses, de mieux travailler. Si t'es mieux dans ta tête, forcément, tu peux mieux bosser sur le coup. Ça permet de travailler de façon, en fait, tu fais pas attention, mais tu vois, le simple fait d'aller regarder un match à l'extérieur, ça va te faire bosser énormément de choses de ta vie d'après, en fait, de ta vie d'après, de ta vie actuelle aussi, tu me diras.
être capable de te déplacer, de transférer, Et d'être dans un environnement, encore une fois, en dehors de l'hôpital, parce que l'hôpital, la rééducation, c'est pas seulement de l'hôpital, mais c'est bien d'avoir des trucs de transition aussi. Complètement. Justement, eux, c'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup aussi, c'est les permissions les week-ends, parce que ça permet en fait d'être en contact aussi avec la réalité, parce qu'à l'hôpital, on se rend pas compte, mais en fait, c'est une espèce de bulle hyper rassurante où en fait tout est adapté. Et moi, jusqu'à faire mes premières permissions, je voyais que mes jambes fonctionnaient pas, mais je voyais pas le handicap. Je voyais pas l'environnement et toutes les problématiques autour. Et en fait, quand je me suis retrouvée la première fois dans une ville que je connaissais très bien en tant que valide, et là, je me suis pris une claque, en fait, parce que je me suis dit, en fait, la vraie vie, c'est ça. Et avant, j'étais capable de faire tout ça. Et là, il y a le petit seuil de porte. Là, il faut que quelqu'un m'aide à le passer. Enfin, c'est ça. Ah oui, et ça, c'est des choses qu'on fait aussi en APA. C'est qu'on apprend à passer les obstacles, on apprend à passer une marche plus ou moins haute, on apprend à descendre des pentes, parce qu'il y a des pentes qui sont plus ou moins pentues. Il y en a certaines, en fait, donc on doit se mettre en 2 roues, donc on doit se mettre en arrière, et donc, parce qu'habituellement, on est sur 4 roues, donc on doit se mettre en arrière, comme si on faisait une roue arrière, en fait. Hein. Moi, j'adore faire ça, j'adore. Oui, et, on en revient au problème de base. Les sensations, voilà. Et donc, en fait, si on se met pas en 2 roues, on contrôle pas sa vitesse, et en fait, on se prend un gadin à la fin, quoi. Oui. Et donc c'est grâce à eux que en fait je vais me retrouver dehors sans avoir trop d'appréhension de dire est-ce que la vie était déjà suffisamment compliquée avant les passages piétons, par exemple. Mais non, mais c'est hyper important tout ce genre de petites choses qu'on voit pas et qui sont pas du tout connues du grand public. Et je pense que en passant par c'est ce que fait Martin, par exemple, El Martissino qu'on avait invité pour la première saison, c'est montrer ce que c'est son quotidien et la charge mentale aussi qui peut être, justement, tu parles du seuil de porte. Et c'est des petites choses comme ça qui rajoutaient des trucs cumulés, fait que ça peut être épuisant. C'est les choses les plus simples qui finalement sont les plus compliquées. En fait. Ouais, parce que tout à l'heure tu disais j'ai appris à faire un plat de lasagne, à cuisiner. Oui, mais en fait les conditions sont pas du tout celles que tu avais. On met plus de temps. Ouais, rien que pour réunir les ingrédients et tout, je suis pas rien qu'à faire les courses, c'est pas la même. Oui, et puis une fois que tu es sur place, que tu as tout. Et ça aussi, on a fait les courses aussi pour se mettre en situation. J'ai pris le bus, j'ai fait. Enfin, c'est vraiment chouette en fait. C'est un peu comme si on était un petit oiseau dans le nid et puis que quand on nous lâche, allez, c'est bon, tu peux t'envoler, ça y est. Tu peux être tout seul en fait. Mais c'est un peu ça. Non, c'est beau comme image. On tourne la roue. On tourne la roue, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on l'a pas tourné cette roue, mais en même temps, c'était sûr que c'était le sujet qui allait nous prendre le plus de temps. À toi de jouer. Bon, alors du coup, c'est la mer, hein, c'est ça qu'on a vu. On va plus aller sur ton côté, le gros côté de ta vie. Tu es interne en médecine générale. Est-ce que on s'est rencontrés au SMUR, mais on s'était rencontrés avant. Est-ce que tu peux expliquer comment on s'est rencontrés avant, s'il te plaît ? Avant, parce qu'il y a un premier avant. Ah oui, parce que non. Ah oui, je t'ai pas dit ça. Attention. Alors, le avant, c'était... j'étais externe en réanimation. Et en fait, je te connaissais par les réseaux, etc. Et donc, c'était la nuit. Et on a une patiente qui arrive avec le SMUR. Et en fait, je te vois directement, je te reconnais. La patiente n'était pas bien du tout. Hein, et tu t'en occupais très bien, d'ailleurs. Mais, c'est bien joué. Et en fait, là, je te vois. Et en fait, je pense que j'ai un moment de panique où je me dis, je peux pas passer à côté de cette occasion de lui parler. Et en même temps... en fait, je me lance parce que, en fait, des fois, quand il faut que je me lance, en fait, je pense que je suis une timide à la base. Et en fait, quand il faut que je me lance, du coup, je réfléchis pas. Mais des fois, c'est bien de réfléchir quand même. Et là, il y a 2 fils qui se sont touchés et du coup, je t'ai fait ah, mais c'est toi les minutes de Jérém. Voilà. J'ai balancé ça. Et c'est pas fini. Et après, donc du coup, déjà, tu m'as pas trop répondu. Tu m'as dit attends. Tu m'as dit attends, je crois. Je crois que tu m'as dit attends. Et j'en ai parlé, et je crois qu'après, on n'a pas reparlé, je crois. Non. Et je me suis dit, ah ouais, punaise, la gaffe et tout. Je me suis dit, oups. J'en ai parlé à une de mes potes qui m'envoie, le jour même, une story de Jérémy qui dit, oui, quand les personnes qui me connaissent, faites attention, il y a un moment pour tout. J'ai eu super honte, quoi. Et là, mais moi, alors je t'avoue, je crois que je me suis désabonnée de toi. Ça, je l'ai pas su. Oui, bon, t'apprends des choses aussi. Ouais, ok. Voilà. C'est de pire en pire, vas-y, continue. Vas-y, non, mais j'avais honte, vraiment, j'avais honte. Et donc, je pensais que c'était fini tout ça. Et en fait, j'ai fait un stage après au SMUR. Et donc, on se croise parce que je sais plus, je crois que je voulais allumer une lumière dans le camion. Enfin, bref, je te vois.
Et je me dis, bah c'est toi, machin. Et je crois que j'ai brisé la glace direct. Je crois que je t'ai dit, je suis désolée pour la dernière fois. Je sais pas, toi qu'est-ce que t'as comme souvenir de... Si, c'est ça. Le seul truc que je précise pas, c'est qu'on était donc dans un sas de transfert et j'étais donc avec une patiente gravissime, vu qu'elle était intubée. Et j'étais vraiment dans cette position-là, sur la patiente comme ça. Et en fait, c'est surtout que c'était mes débuts au SMUR. Et en fait, en gros, les équipes savaient pas forcément ce que je faisais. Et aujourd'hui, il y en a 10 000, ça fait très prétentieux comme ça, mais des situations comme celle-là, il y en a eu beaucoup plus, il y en a eu plein, mais aujourd'hui je le prends beaucoup mieux. C'est juste qu'au début, par exemple, typiquement ce jour-là, j'étais avec un médecin qui savait pas ce que je faisais à côté, et j'étais en train de tenir la sonde d'intubation de cette patiente dans le coma, et vraiment j'ai cette rouquine qui débarque d'une part, qui fait minute de gemme au milieu de tout le monde, et effectivement sur le coup, et en fait c'est surtout que t'es arrivé dans une série ça m'était beaucoup arrivé dans les dernières gardes, et du coup je m'étais dit là, ok, là c'est la fois trop, goutte, et je me dis je vais faire une story pour parler de ça en disant les gars, quand je suis en intervention, je suis pas les minutes de GM, je suis Jérémy, infirmier anesthésiste quoi. Et du coup, mais oui, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Mais du coup, après, donc, quand on s'en est reparlé, on a rigolé. On a rigolé et je me suis réabonnée. Ouais. Super. Et en fait, il c'est est bien sympa. qui finit bien et finalement, tu finis dans le podcast de Pauline, tu vois. Ouais. Voilà, comme quoi, voilà. Mais c'était la petite anecdote pour faire le pont avec le comment on s'est connus. Donc voilà, on s'est connus pendant ton stage au SMUR. Si tu étais encore externe à ce moment-là. Et du coup, pourquoi médecine ? Pourquoi médecine ? Alors médecine tout court, en fait, c'est là depuis tellement longtemps que je sais même plus. C'est vrai ? Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Je pense l'idée de faire quelque chose, d'avoir l'impression d'aider directement et d'être en contact avec les gens et de faire quelque chose. La formation continue aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Après, quand j'ai dû choisir ce que j'allais faire plus tard, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que finalement, c'est pas ma zone de confort de me dire je veux faire médecine parce que ça a toujours été là ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Ouais, on fait médecine par confort. Oui, c'est bien connu. C'est très, très confortable. Et finalement, j'ai un peu retourné le problème dans tous les sens. Je me suis dit, en fait, non, mais ça me convient bien, en fait. D'accord. T'avais fait un bac S, etc. T'avais le profil, ok. Et du coup, la deuxième question, pourquoi médecin généraliste ? Alors, médecin généraliste, alors moi, au départ, je voulais faire... J'avais pensé à la psychiatrie, j'avais pensé à vraiment tout plein de trucs. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que je voulais faire quelque chose de très polyvalent, qui touche à tout. J'avais pas envie qu'on m'appelle, que j'ai un proche qui m'appelle et lui dire « Ah ouais, non, en fait, ça, c'est pas moi. » Moi je suis néphro en fait, là tu me parles de ton foie, j'en sais rien. Donc en fait je me suis dit que je voulais faire quelque chose qui touchait à tout, et en fait j'ai adoré la médecine interne, et à un moment je me suis dit ouais, mais la médecine interne en fait on est obligé d'être à l'hôpital, enfin ça peut se pratiquer ailleurs mais c'est quand même compliqué. J'ai adoré aussi la réanimation, ça touche à tout, mais là on est plutôt dans l'aigu, et moi j'ai adoré, mais je me suis dit mais en fait si je fais de la réanimation je suis obligée de rester à l'hôpital tout le temps, et en fait j'ai un peu vu sur le long terme et je me suis dit est-ce que je me vois à l'hôpital tout le temps, et la réponse était non, était peut-être pas. Et je me suis dit, j'ai envie de pouvoir avoir cette possibilité de partir de l'hôpital si à un moment j'en ai marre. Et donc moi, mon idée, c'est plutôt de travailler à l'hôpital. Et le fait de travailler à l'hôpital m'a montré qu'en fait, il y avait beaucoup de médecins généralistes qui bossaient en hôpital, et que le médecin généraliste, c'est pas forcément l'image qu'on a du médecin dans son bureau qui voit défiler des patients dans son cabinet. Et mon idée, c'est plutôt de travailler en hôpital, dans des services notamment de médecine interne. Pourquoi pas de la MPR ? Parce que du coup, c'est de la médecine physique et de réadaptation dans le service dans lequel je suis aujourd'hui, qui permet du tout à des patients comme moi d'avoir une rééducation. Et peut-être après, à l'avenir, de travailler dans un cabinet. Mais donc voilà, c'est ça. Et avoir cette possibilité d'avoir plein de façons d'exercer. Je peux quand même me spécialiser s'il y a des choses qui m'intéressent, par exemple notamment la dermato, si je veux faire un diplôme universitaire en plus, je peux. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de porte qui est fermée. Pas de barrière, oui, c'est ça. C'est bien parce que tu anticipes avec la question d'après, c'est savoir comment tu te sentais d'exercer en tant que médecin. Donc là, tu réponds complètement à la question. T'as envie d'être un peu le Dr House en médecine interne ? J'aime bien ce truc-là. En fait, j'aime bien ce côté de la médecine interne, donc c'est l'aspect de Dr House. Quand j'en parle aux gens, c'est ce qui parle le plus, c'est vraiment Dr House. En fait, moi, j'aime bien ce truc de... tout le monde a une connaissance quand même assez aiguisée sur plein de sujets, mais il y a des patients où, en fait, tout le monde bug.
Personne comprend. Il nous fait des trucs de cette maladie-là. Il y a des trucs qui ressemblent à ça. En fait, ça ressemble à rien. Et en fait, moi, j'aime bien ce truc où tout le monde réfléchit et tout le monde est en galère. Je dirais l'externe, l'interne, le chef de service, tout le monde galère. Et moi, j'aime bien ce truc-là. T'aimes bien investiguer, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'aime bien. En fait, j'adore débattre d'impatience, se dire qu'est-ce qu'on a cherché qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on n'a pas cherché, J'adore en fait réfléchir sur un patient. J'aime bien. Oui, donc ça te manquerait effectivement au cabinet la pluridisciplinarité aussi. Parce que si t'aimes bien discuter avec tes confrères dans un premier temps de ta carrière... Oui, c'est clair. Après, il y a des maisons Il y a des maisons de santé, etc. Et la médecine générale aussi. Parce que le syndicat est très développé en médecine générale et je trouve que c'était important pour moi de me dire que je saurais que mes horaires seraient respectés, sachant qu'on se bat déjà pour avoir des horaires à 48 heures qui sont quand même la norme européenne et c'est déjà quand même beaucoup. Et je savais que globalement j'aurais plus de chances que dans des spécialités comme la chirurgie pour avoir des horaires respectés. Ah, ça c'est une certitude. Ok. Toujours le débat de l'espace. Et suite à ton accident, est-ce que tu as remis à un moment... Toi, t'embrayes complètement sur un sujet d'après. C'est marqué là, copain. Non, c'est de l'arbre. Regarde la dernière de la mer, que tu as rédigée toi-même. Ouh là là. Non, c'est marqué indépendant de ton handicap. Tu sais, on a un peu les... Comment on dit ? Les vieux couples. Les vieux couples, ouais, c'est ça. Non, c'est marqué indépendant du handicap dans les notes. Ok, on retourne la roue. En fait, on essaie de bien séparer les sujets, sinon ça sert plus à rien de tourner la roue. Surtout qu'il y a deux trucs. Surtout que là, il fallait que... Là, ça va tomber sur la... Allez. Autre activité. Bon, ça va être assez rapide. On va te refaire un jeu un peu rapide comme le oui ou non. Ouais. Et cette fois, il faudra que tu dises surcoté ou sous-coté. On te donne une affirmation et tu dis si c'est sous-coté ou surcoté en termes d'idées, de projections, ce genre de choses. Et je justifie ou pas ? La bonne nouvelle, c'est que tu peux justifier. Exactement. Okay. Les exosquelettes au lieu des fauteuils roulants. Je dirais sous-coté. Mais je pense qu'aujourd'hui, les exosquelettes, ils ont aujourd'hui pas de vocation à être remplacés par les fauteuils roulants encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on les teste que à l'hôpital. Moi, je vais tester dans une semaine pour voir à quoi ça ressemble. Donc, pour l'instant, en réalité, je sais pas vraiment de quoi je parle parce que je l'ai pas testé. Mais je pense que ça peut être super chouette. Après, pour l'instant, c'est comme les premiers ordinateurs. C'est gros, ça prend de la place. C'est quand on est dedans, je crois que c'est des démarches qui sont assez robotiques. Parfois, on est secoué, etc. Mais moi, je me dis, ça se trouve, un jour, on enfilera une combinaison, puis on pourra marcher. Donc, je pense que ce serait super que ce soit développé et que ça marche tellement qu'on puisse enfiler ça comme un vêtement. Oui. Ce serait génial. Mais aujourd'hui, c'est pas possible pour l'instant. Okay. Ouais, pourquoi pas, quand on regarde ceux qui bossent chez Amazon ou des trucs comme ça, qui ont effectivement des appareillages pour se protéger le dos. Effectivement, il faut déjà avoir une certaine musculature du bas, mais en fonction de la récupération, en fonction des blessés, comme tu dis, on passe de l'armature complète à potentiellement quelque chose de faisable. La rééducation en France, c'est sous-coté, je pense qu'on n'en parle pas. Moi-même, le service de rééducation, je connaissais la médecine physique et de réadaptation rapidement dans mes cours, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Et c'est vraiment, en fait, on est patient, mais on est actif de notre soin. On n'est pas dans la chambre toute la journée, allongé. En fait, on travaille, on se lève le matin, on se prépare. Et se préparer, c'est du sport. Et on se prépare, on va en ergo, on va en kiné, on va en APA. Et on croise du monde, on croise des gens, on se connaît. On connaît les patients. Et aussi, les services, c'est particulier parce qu'en fait, les gens, ils restent longtemps. Donc, en fait, on se connaît tous. Oui. Et en fait, on s'entraide énormément, quoi. Le moindre qui a un coup de mou, on se connaît, donc on se voit, on voit que ça va pas, on se motive, et ouais, c'est pas assez, on n'en parle pas assez. Je pense que c'est pas assez connu. Heureusement qu'il y a... Tu connais Dr Nawel sur les réseaux ? Ça me parle de nom. C'est la seule MPR qui fait de la vulga, Dr Nawel 2.0, qui vient de passer PU en plus en MPR. Ouais, voilà, qui vulgarise là-dessus. Attention, c'est pas la seule pour les collègues qui essaient de se lancer et qui ont un peu de mal. Il y en a d'autres qui essaient de se lancer mais qui n'ont pas la visibilité. Elle fait un super contenu, c'est génial ce qu'elle fait. Mais... Attends, j'ai juste envie de m'incruster dans le jeu, j'ai envie de dire sous-côté aussi. Pourquoi ? Parce que la rééducation de manière globale en France, elle est extrêmement sous-cotée parce que typiquement quand une personne va faire une blessure de manière générale, on va parler les entorses, les tendinopathies, les choses comme ça, et ça va mieux au bout de 3 séances, on t'a prescrit 10, 15, 20 séances, on t'a prescrit quelque chose, et toutes les personnes qui au bout de 3 séances ça va mieux s'arrêtent,
et qui finalement, l'année d'après, j'ai remal au dos, j'ai remal à quelque chose, et ça va pas, et qui vont traîner ces pathologies-là sur la durée. Alors que si elles avaient respecté leur rééducation, respecté leur prise en charge, comme tu dis, si elles avaient été actrices, ces personnes-là, de leur rééducation, de leur réadaptation complètement, elles auraient eu un confort de vie nettement meilleur. Je dis pas parfait, je dis pas, ça dépend complètement des personnes, mais elles ne se donnent pas toutes les chances, et du coup, après, c'est les personnes qui vont, comme elles ne voient pas l'importance de leur rééducation, ne comprennent pas l'importance de la rééducation, parce qu'on leur a peut-être mal expliqué, nous, en tant que soignants, parce que globalement, dans la vie, c'est bon, t'as plus mal, vas-y, va bosser. Et ben, c'est des personnes qui vont vivre avec des douleurs, plus de douleurs qu'elles ne devraient, tout au long de leur vie. C'est juste pour ça que je voulais... Non, mais oui, et puis même plus globalement, même sur de la rééducation, comme tu dis, les entorses et tout, en fait, ou les maux de dos, on a tendance à traiter genre le maux de dos, mais pas le pourquoi il a eu mal au dos, tu vois, et en fait, c'est juste la sédentarité, ce genre de choses. Les blagues sur le handicap. C'est sous-coté. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir rire de tout. Après, ça dépend de qui on a en face. On voit la réceptivité, si la personne est réceptive ou pas. Je pense qu'aussi, ça dépend de ce que la personne, elle dégage. Ça dépend de plein de choses. Moi, je me suis tapé des barres sur... Enfin, tu voyais mes stories une semaine après mon accident. C'est exactement pour ça que j'ai osé t'inviter sur Dopamine. Hein. Si tu l'avais pas pris comme ça et que t'en rigolais pas... Enfin, que tu dédramatisais, à mon avis, comme ça, jamais je t'aurais proposé. Moi, j'ai pris un contre-pied total. Enfin, mes copains, ils m'ont fait une plaque d'immatriculation pour mettre derrière mon fauteuil. J'avais un A, enfin voilà, moi je au taquet, enfin voilà, j'ai même mis des LED sous mon fauteuil. T'as pimpé? On a pimpé et tout. Mais là, vraiment, mais il y a pas en fait. Tu pourrais m'envoyer une photo? Oui, évidemment. Oui, évidemment, voilà, le fauteuil de Clara. Oui, incroyable. Mais là, comme je change de fauteuil toutes les semaines, je peux pas remettre le tuning à chaque fois. Mais certainement, t'arrives en faisant poète. Et vraiment, après elle lance-flamme et tout, genre total. Excellent. Tu dois suivre des humoristes comme Artus, je sais pas si tu vois, qui font beaucoup d'humour là-dessus. Moi, j'adore. Attention, c'est du handicap physique, elle. Confonds pas. T'as dit quoi? C'est du handicap physique. On sait pas, ça te souhaite les deux. Oui, ça, on en parle depuis le début. Mon tout premier poste, on en parlait tout à l'heure en off. Là, moi, c'était dans le service de rééducation où tu es, alors en tant qu'infirmier. Et on parlait des blagues, là, justement. Je me souviens, premier poste, et dans les premiers jours, en tant que posté. Je dois faire une prise de sang à quelqu'un. Et on va profiter que... je discute avec la personne, on en profite, parce qu'effectivement, en termes de sensibilité, elle n'avait pas de sensibilité au niveau des jambes. Allez, c'est parti, on va faire la prise de sang sur les pieds. Et je me souviens, en plus c'est le tout début, donc t'étais un peu niais quand tu commences un job. Je fais ma prise de sang, et au moment où je pique, la personne qui fait aïe, qui gueule à gros coup. Oh, désolé et tout. Ah oui, non, désolé. Et l'autre, il est mort de rire, forcément. Moi, je le fais tout le temps. J'adore. Voilà, on a retrouvé le respect. J'adore. Ok. La médecine générale, sous-côté, sur-côté? Sous-côté. Je pense qu'on ne sait pas toutes les façons dont on peut exercer cette spécialité. Je pense que parfois c'est vachement sous-côté parce que globalement on a beaucoup cette idée du concours et qu'on n'a pas besoin d'être bien classé pour pouvoir avoir de la médecine générale, et que alors qu'en fait c'est une super belle spé, que voilà, que je trouve qu'on a une responsabilité de zinzin, que en fait t'es en première ligne. Enfin, quand tu fais de la médecine générale de cabinet, t'es en première ligne, c'est toi que les patients ils vont voir en premier, et tu crées un lien qui est incroyable et qui est sur le long terme. Tu suis des familles et en même temps tu peux travailler partout. Enfin, c'est de la bombe. Là, quand tu dis sur-côté, sous-côté, c'est quoi, la population en général ou même le milieu médical? Le milieu et la population. Enfin, non, je pense que c'est plus sous-côté par le milieu que par les gens, parce que quand autour de moi je dis je fais médecine générale, tu veux pas venir t'installer chez nous dans notre petit patelin, globalement les gens ils ont tellement besoin d'avoir de médecins traitants, pour eux c'est hyper précieux quoi, donc je pense que c'est plus sous-côté par le milieu que par le... Okay. Mais c'est vrai, on pose cette question globalement à toutes les personnes qui font médecine générale et qui passent ici, parce que médecine générale se fait un peu secouer par l'actualité, par tout ça quoi. Donc c'est important aussi de dire des choses, de recentrer sur les choses positives qu'il y a dans la médecine générale aussi. On refait tourner. Allez. C'est parti. Oh, il a chaud le copain. Tu parles de moi ou de l'iPad? Moi qui ai ce gros strass de doigts. Alors, c'est la partie où je sors mon portable. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a de se passer? Attention, il le fait bien. C'est quoi? Tu le fais bien. Hein. Je le fais bien. Il y a des personnes qui t'ont écrit une lettre. Wow. Ouais. Je l'ai lue. Elle va être difficile à lire oralement. Alors, en plus, avec les 2 heures de sommeil, la sensibilité et tout, ça se trouve, c'est moi qui suis comme une merde. Donc voilà, je le dis, je l'annonce. Voilà.
Tu as juste rigolé, mais tout va Oui. bien se passer. Ouais, après, Tu sais, il est en train de Frontal, préparer. elle a des réactions paradoxales, donc des fois, ça se trouve, tu vas- Non mais enfin, j'hallucine quoi. Ouais. Non, mais, Tu es on est outré outré. Tu Je es suis outré. outrée. Ça, c'est pour le SAS à Montreuil en réanimation. C'est ça. La vengeance là en fait. Il m'a invité pour ça. C'est pour se ça, en venger. juste fait, pour pour t'humilier devant. te mitrailler. Mais après, du coup, t'as enlevé des trucs, t'as élagué, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Non, je rigole. Mon amour de sœur. Depuis les loges du théâtre, les couloirs de l'hôpital, depuis une soirée qui n'en finit pas, depuis l'aube, depuis nos premiers rayons de l'été et les couleurs du ciel, je ferme les yeux, je respire et je devine ton sourire. Déjà, Wow. voilà. Ça c'est Kiklou. Ah ouais. Il me réchauffe le cœur. Ce sourire-là qui tant de fois a pensé mes blessures, Clara, c'est ton sourire à la face du monde qui pense les blessures. C'est ton amour des contes, des lacs, des chansons, du ridicule, du risible, ton amour de la beauté et des laideurs des hommes, avec un grand H. C'est ta ténacité, c'est ta rage. C'est ta foi en quelque chose que tu ne comprends pas. C'est le sens que tu trouves au vol des oiseaux et aux astres qui tournent. C'est ton cœur à vif, ouvert à l'univers, prêt à recevoir les balles et les garder bien au chaud. Ton sourire, c'est aussi ta façon à toi de montrer les crocs, de dire non quand la vie fait les mauvais choix. Exactement comme là, tu m'as dit en souriant, tu veux quoi toi? Ton sourire, il est double, il dit oui et il dit non. Allez les 2 heures de sommeil, Jérémy. Il dit oui, j'irai danser, oui, j'aurai des enfants, oui, je serai amoureuse, oui, je serai aimée, oui, je connaîtrai l'ivresse, oui, j'irai vite, oui, je saurai des vies. Oui, je suis jeune et j'arrive. Oui, j'ai peur. Oui, je pleure. Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, mon amour. Non, je me relèverai seul. Non à l'injustice. Non, merci, connard, passe ton chemin. Non, je ne serai pas seul. Non, je ne courberai pas le dos. Non aux petites idées. Non aux choses bêtes. Non, je ne lâcherai rien. Il y a une grande inspiration. Ton sourire, jamais tu ne le perdras. Il est sur ton visage, à la commissure de tes lèvres, comme là actuellement, dans la puissance de tes bras, le feu de tes cheveux. Il dort dans tes jambes, il ne les oublie pas, il rêve grand pour elle. Alors, quand tu le sentiras partir, quand tu lui en voudras de ne pas faire signe, dis-toi qu'il est occupé à rosir mes joues quand je pense à toi, qu'il se prépare à déclarer une guerre. Quand les jours te sembleront gris, sache que je joue pour toi, que je danse pour toi, que je soigne pour toi, que je souris pour toi. Je t'aime, ma sœur. Au sourire infini. Waouh. C'est super dur à Elle a une lire. plume de... Ouais. Ouais. Elle est trop forte. Clotilde, Marie, Océ et Nana, écrit par Claude. Waouh. Voilà. C'est incroyable. Incroyable à lire. C'est horrible. Même moi, en lisant, je me suis dit, ouais, ça va être dur. C'est Mais à incroyable. lire, voilà. Ouais. C'est super beau. Voilà. J'ai réussi à pas d'autre. craquer. Mais moi, t'as vu, c'est moi qui pleure. C'est même pas vrai, ça, magnifique. moi. C'est tellement Mais à beau. lire à voix haute, c'est horrible. Moi, j'aurais pas pu la lire, je pense. Bah ouais, c'est bah, bien. tiens, d'ailleurs. Waouh. Bon, voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Je lui avais juste demandé, en fait, pour l'histoire, tu sais, j'ai croisé une de tes copines Oui. au pot des internes des urgences. Et on prépare, quand on peut, pour les inviter, quand on arrive à contacter leurs proches, on leur prépare une lettre. On leur demande de préparer une lettre. Et là, je m'étais dit que c'était l'occasion. C'était avant que tu me dises que tu n'étais pas forcément à l'aise de parler de trucs trop perso. Mais je me suis dit que c'était sympa de garder ça, vu qu'elles l'ont fait avec C'est incroyable. le cœur. Et Ouais, c'est super. Voilà. Génial. voilà, c'était le petit cadeau qu'elle voulait te faire en direct. Et je trouve ça C'est magnifique. magnifique. Ah, c'était... C'est Pour Clara, magnifique. finalement, ça sera peut-être pour... Mais je suis Ouais, pas c'est surprise sûr. de ma sœur. Enfin, C'est ta sœur, du coup, je me savais pas si c'était ta sœur amicale ou si c'était, tu sais, des fois, oui, on dit c'est ma ça. demi-sœur en fait. C'est ta demi... Oui, non, mais Enfin, du coup, ça reste ouais, un vrai c'est- lien ouais. de sang, etc. Mais c'est magnifique. Elle écrit ou c'est... Elle fait pas de l'écriture son métier, mais elle a toujours une plume incroyable. Ah oui, c'est Enfin, Ouais, elle Ouais. est incroyable. clairement. Plus personne ne voudra jamais écrire de texte maintenant Ouais, c'est pour clair. dopamine. Parce que... T'as mis la barre très très haute là. Le dernier sujet qu'on voulait parler, qui va permettre de conclure superbement ce podcast, vraiment le tri de la roue était parfait. Ta vie d'après, c'est quoi ton avenir? Donc là, t'es en internat de médecine générale. Ça va être quoi la suite de ton internat, la suite de ta rééducation et tes projets, là, on va dire jusqu'à fin 2025 déjà? Alors pour l'instant, il y a beaucoup de questions que je me pose aussi et c'est pas encore tout à fait clair. En tout cas, la première année de médecine générale, ça consiste en 2 stages de 6 mois, un aux urgences et un en cabinet. Donc ce que je pense, c'est reprendre par un stage au cabinet parce que ce sera plus doux que redémarrer aux urgences.
Le stage au cabinet, en fait, on m'a dit que j'allais avoir des stages fléchés, donc on va m'orienter sur des stages où déjà c'est PMR, qu'il n'y a pas des escaliers pour atteindre l'ascenseur, par exemple. Donc je serai orientée, j'aurai des stages qui seront... Je serai surnuméraire, ça veut dire que je vais être en plus dans les chiffres, dans le nombre des internes, c'est-à-dire que en théorie, si je suis pas là, ça changera rien. En fait, je suis en plus. Moi, mon but, ce serait de pouvoir faire mes stages le plus classiquement possible. Mais néanmoins, je sais qu'au départ, je vais devoir être en temps partiel parce que je vais pas pouvoir... il va falloir que je réapprenne à vivre un quotidien, une vie active. Et que, en fait, je pourrais pas assumer un temps plein au début du mois. Donc pour la médecine générale, je pense que le cabinet ça changera pas grand chose à part le fait que les visites à domicile, je pense que ça va être compromis parce que il y a toutes sortes de contraintes. Par contre, pour les urgences, franchement, c'est très flou. Globalement, je pense que je vais pouvoir faire je pense que je vais pouvoir tout faire normalement. Je pense qu'il faudra juste que je sois jamais seule, du moins au début, pour les nuits. Il y a des gestes dans lesquels je vais être limitée. Par exemple, aux urgences, si un patient qui fait un arrêt cardiaque, globalement, je pourrais pas être très opérationnelle. Mais en même temps, globalement, il y a beaucoup de médecins qui lead et qui massent pas. Quand on regarde, en fait... il faut qu'il y ait du monde, mais en fait, il faut toujours quelqu'un pour dire où est-ce qu'il faut se placer, qu'est-ce qu'il faut faire, noter, tout ça. Donc en fait, il y a plein de choses possibles. Je pense pas que ça me limite vraiment beaucoup, toujours pour examiner des patients qui sont un petit peu lourds, etc., pour pouvoir soulever leur dos, écouter leurs poumons. Ça, c'était déjà compliqué en tant que valide, donc je pense que ce sera toujours compliqué en étant assis. Néanmoins, j'aurai peut-être plus de prise en étant sur mon fauteuil, je sais pas. Mais je pense que je serai jamais seule, il y aura toujours des gens pour m'aider. Je vois pas vraiment dans quoi ça pourrait me limiter, sachant qu'en plus, je travaille dans un milieu globalement qui est censé être plutôt PMR, en théorie. Donc, je vais voir, mais pour l'instant, tant que je suis pas vraiment confrontée aux difficultés, je me rends pas vraiment compte. J'ai hâte de passer de l'autre côté, repasser de l'autre côté. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que beaucoup de personnes autour de moi, en fait, quittent l'hospitalisation et retournent pas travailler tout de suite. Là où moi, il me tarde parce qu'en fait, ça fait un moment que je suis plus du bon côté de la barrière et qu'il me tarde de pouvoir aller à l'hôpital et me dire ce soir, je rentre chez moi, j'ai fini ma journée de travail. Sortir de ta bulle, être confronté au retrouver presque une routine, mais un rythme de vie normal. Et repasser du côté soignant, quoi. Ouais. Ok, c'est bien, t'as répondu, parce que moi je me posais la question du stage aux urgences, mais en fait effectivement, alors peut-être aussi justement tu feras un très bon leader qui met pas les mains dans le cambouis, justement, parce que ça c'est le défaut de beaucoup de personnes qui veulent leader, peu importe que ce soit paramed ou med d'ailleurs, pour la position du leader, mais on dit que la position du leader c'est presque d'être assis de base en fait, et de regarder ce qui se passe. Donc bon, ça va filer droit. Voilà, c'est ça, ce sera colonel Clara. Je rigole, j'avais un réa comme ça. Le numéro 2, quand il y avait une réa, il tirait sa chaise devant la chambre. Et il se mettait comme ça. Mais c'est très bien, c'est vraiment la position qu'on devrait avoir. Il mélangeait pas tous les rôles. Ah, puis il voyait tout. Tout. Oui. Tu m'as parlé aussi au téléphone quand on a échangé qu'il avait fallu du coup aménager ton appartement que tu as déjà dans la ville où tu fais ton internat. Ça du coup c'est en cours, ça va se passer comment? Globalement en fait il y a des aménagements qui vont devoir être faits mais qui seront pas vraiment majeurs. J'ai eu la chance de choisir un appartement qui soit accessible avec une rampe, avec un ascenseur, avec des portes qui sont quand même grandes. Donc globalement c'est surtout trouver le matériel pour, par exemple, la baignoire, souvent... Enfin, moi, je pensais qu'une baignoire, c'était complètement impossible. Mais en fait, il y a des planches qu'on peut mettre et se transférer sur la planche pour prendre la douche avec. C'est ça. Voir comment j'accède surtout au dressing, mais avec le fauteuil verticalisateur que je vais prendre, ça devrait m'aider. Pour la cuisine aussi. Après, ça va être surtout de la réorganisation, d'abaisser beaucoup les choses. Mais globalement, j'aurai pas de travaux à faire, surtout qu'en plus je suis locataire, donc j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Après, il y a des espèces de tiroirs qu'on peut fixer dans des placards en fait qui se tirent et qui descendent, qui amènent les choses à nous, plutôt qu'on se verticalise. Que en fait on chope une poignée et on choses à toi plutôt que d'aller vers la c'est un appartement récent, un appartement neuf c'est les années 2000. C'est même fin 90. Heureusement c'est pas un appart parisien. Pour le coup je suis vraiment pas trop mal tombée, si ça m'évite de redéménager, ça me va très bien. C'est ça. Ok, et donc... Et ça, c'est fait avec qui? C'est l'hôpital qui s'en occupe? Alors,
Ça, c'est globalement... moi, je vais faire un aller-retour dans ma ville d'internat, prendre des mesures, voir les problématiques que je rencontre, les rapporter à mes ergothérapeutes de Garches, et après, vont proposer des choses un peu en attendant que je retourne faire mon hôpital de jour dans ma ville d'internat, où j'aurai d'autres ergothérapeutes qui vont pouvoir passer chez moi et voir s'il y a d'autres choses à apporter. C'était intéressant. Je sais que dans certains services de MPR, de rééducation, justement, ils font un peu comme dans Dr House. Il y en a qui vont chez toi à domicile et qui regardent tout, qui prennent tout en photo, qui prennent tout machin, et qui, pour en parler, justement, tu vois, typiquement, pour les personnes qui ont fait des AVC, t'as pas envie de leur laisser un tapis en passage, les escaliers, comment adapter, etc. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Oui. Complètement. Là, ils ont fait, chez mes beaux-parents, ils ont fait des visites à domicile pour que je puisse avoir un lieu quand je vais en région parisienne pour pouvoir être. Et en fait, c'est comment apporter des solutions, un seuil de porte, un seuil de douche, rajouter des rampes, etc. C'est hyper intéressant. C'est des métiers en plus qu'on connaît pas trop, à part quand justement on a un proche qui est dans une situation de handicap ou qu'on est soi-même, c'est ça. Et ergothérapeute, à pas, je connaissais pas du tout ces métiers en fait. Ergothérapeute, je trouve que c'est incroyable les ergothérapeutes qui trouvent à chaque fois une solution à chaque petit problème de chaque personne. C'est incroyable quoi. Puis c'est adapté à chacun. Puis avec les APA aussi, moi je trouve ça génial d'avoir en fait plein de patients qui ont plein de lésions différentes et de dire en fait ce patient-là, on va plutôt travailler ça, ce patient-là, on va plutôt travailler ça. C'est génial et en fait, tu changes la vie des gens. Oui, clairement. T'as une valeur ajoutée qui est dingue. Mais dans le quotidien et durablement en plus. Et du coup, donc, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que tu pourrais être médecin. Enfin, t'es déjà médecin, mais tu pourrais être docteur et exercer en tant que, malgré effectivement la blessure médulaire et peu importe l'évolution finalement. Est-ce que du coup, il y a eu des cas avant toi où tu permets justement de suivre des traces, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être nouvelles dans justement ta maquette d'internat? Est-ce que des choses où c'est un peu improvisé, comme par exemple le fait que tu sois en sur-effectif, ou est-ce que justement il y a déjà eu des personnes dans le même cas que toi avant et du coup c'est plus facile? Il y a déjà eu des personnes dans le même cas que moi, peut-être pas spécifiquement la paraplégie, mais des personnes qui notamment ont des maladies, qui sont malades, etc. Ils savent, ils ont l'habitude en fait d'avoir des médecins qui ont besoin de soins, et donc ça déstabilise pas les gens. Ok, moi c'est bien, parce qu'au moins ça te permet de continuer. Je pense que c'est un milieu aussi où même les co-internes ils peuvent plus comprendre que personne aussi. Qu'on s'absente parce qu'on est malade, ils sont médecins. Enfin, je veux dire, si eux comprennent pas, qui peut? On arrive au bout. On arrive à la fin du podcast, c'était vachement bien. J'espère que c'était trop chouette. Voilà, toi qui avais un peu peur, je peux le dire, il avait un peu peur et tout d'être gêné, mais tu l'as dit toi-même que tu étais une grande anxieuse. Je suis content, j'espère que tu vas passer un bon moment parce que c'était super chouette. Vraiment trop chouette. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir, je voulais absolument que tu viennes raconter ton histoire. Et on espère vraiment que ça va te faire du bien de retourner dans la ville où tu fais ton internat et que tu vas pouvoir vite justement retrouver ta vie. Ouais, tu m'étonnes. Merci beaucoup. Merci à vous.